je l'ai dit tout à l'heure, je serai syrien, chirurgien, j'essaierai de venir ici. Et donc je ne veux pas jeter la pierre à ces gens qui viennent et qui sont en train de se faire massacrer, quelle que soit leur religion. Nous devons les accueillir. Mais pour combien de temps? Il y a deux solutions. Ou bien nous ne faisons rien là-bas. On laisse la guerre se poursuivre. On laisse Daesh gagner. Ah oui, ils vont rester chez nous. On les accueillera. Ou alors on a le courage de dire stop, on va là-bas, on va, pas la France, mais avec la France, avec les autres pays, combattre l'État islamique. On va apporter la paix. Mais pas uniquement la paix. Il y aura derrière la nécessité absolue de reconstruire. Et que tous les États riches, nous sommes un État riche, l'Europe est un État riche, d'autres sont des États riches. Nous devons reconstruire ces pays pour que justement ceux qui sont venus contraints et forcés puissent retourner chez eux, vivre paisiblement. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, accueillir, mais oui, mais leur permettre un jour de rentrer chez eux. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question pour la salle au fond, qui était quelqu'un qui a eu la gentillesse d'attendre et qui était dans la salle des mariages. Donc merci à vous, monsieur. Merci, madame. Donc justement, cette question s'adresse à vous, madame Kuster. Vous avez reçu tout à l'heure un appel concernant l'affichage de la banderole. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous vous engagez Alors, c'est une question que j'ai déjà évoquée avec Patrick Karam. Je lui ai dit que j'en discuterai au sein de toute l'équipe municipale. C'est une décision qui doit être collégiale. J'ai décidé aujourd'hui d'organiser cette conférence. C'est à mon initiative personnelle en tant que maire. Je remercie d'ailleurs les nombreux élus qui sont présents ici ce soir. Geoffroy Boulard, mon premier adjoint, mon ami Pierre-Yves Bournazel qui vient en tant que voisin du 18e, Hélène Jacquemont, adjointe au maire, Olivier Bouet, conseiller d'arrondissement, Philippe Guerre, conseiller d'arrondissement, Hubert de Ségonzac, conseiller d'arrondissement, Benjamin Malo, adjoint au maire. Ils étaient nombreux, je les ai vus aussi tout à l'heure. Et c'est donc en effet une équipe municipale qui se mobilise, mais c'est une décision et je veux qu'elle soit prise de manière collégiale et ça va faire donc l'objet d'une discussion. À titre personnel, je suis pour. Néanmoins, nous sommes dans un arrondissement, une sociologie très variée et je veux que cette décision soit prise sans que ce soit cause pour attiser quoi que ce soit. Nous devons être voilà, en vigilance absolue. Et je pense que ce geste aujourd'hui, d'être aussi nombreux de votre part pour venir écouter, c'est aussi un engagement qui est relayé dans notre journal, sur notre site internet. Et pour être assez pratique, car je veux d'abord laisser la place à mes invités aujourd'hui pour s'exprimer, vous dire aussi que sur le site, nous allons pouvoir mettre toutes les associations qui sont celles qui peuvent aider à l'accueil et d'autres manières que ce soit, qui ont été citées par Monseigneur Niche et Patrick Karam. Par ailleurs, et même si ça peut vous paraître plus anecdotique, depuis aujourd'hui, nous avons ouvert ici une collecte qui n'est pas obligatoirement réservée pour tous pour les réfugiés chrétiens d'Orient, mais pour les réfugiés dans leur ensemble. Nous sommes très sollicités et la population du 17e a fait cette demande. Que peut-on faire? Et il y a aussi donc ce travail que nous avons lancé aujourd'hui avec Emmaüs, de façon à pouvoir aider les réfugiés, sans distinction aucune en ce qui nous concerne. Elle sera, voilà, c'est une collecte qui est relayée par Emmaüs. Alors, d'autres questions? Allez-y. Alors, le micro, où est-il? Voilà, merci Elias. Antoine Bagdikian, le président de l'Association nationale des anciens combattants et résistants arméniens. D'abord un constat et ensuite la question. Je reprendrai les paroles d'André Santini, qui nous dit « Le problème des Arméniens, c'est que de tout temps, le quai d'Orsay a été pro-turc. » Je rappellerai en deux mots que lors du génocide arménien, des tas d'intellectuels, Clémenceau, Jean Jaurès, Anatole France, Francis de Pressensé et bien d'autres,
se sont dressés contre le génocide arménien. Et pourquoi n'a-t-on rien fait? Comme maintenant, on ne fait rien non plus. À l'époque, c'était la Banque ottomane qui représentait les intérêts français. Et certains magnats se sont opposés à ce qu'on condamne la Turquie au nom de ses intérêts de la Banque ottomane. Et maintenant, quand on se tourne vers le Quai d'Orsay pour dire pourquoi cette Turquie n'est-elle jamais critiquée, pourquoi ne lui écrase-t-on pas une fois pour toutes les pieds? On nous dit oui, mais il y a des contrats, il y a des Boeing en perspective, etc. Voilà. Boeing, c'est pas français. Cette tradition où la Turquie serait tabou, intouchable, et je ne vois pas beaucoup d'hommes politiques se dresser. Ma question est, qu'est-ce que nous avons comme moyen pour que le Quai d'Orsay en arrête avec cette tradition de protection de la Turquie? Jean Jaurès disait à l'époque, devant le Parlement français, et c'est prémonitoire, si vous ne vous opposez pas à la Turquie, si vous ne l'arrêtez pas dans ses massacres, vous la cautionnez, vous l'aidez, et vous l'aurez demain d'une façon encore plus cruelle. Voilà. Bravo. On a tué Milosevic au niveau de laisser faire. Tu vois? Bonjour. Est-ce que le Père Goldlich peut nous dire un peu ce que fait l'œuvre d'Orient actuellement pour aider les communautés chrétiennes qui sont sur place? Quelles sont les zones particulièrement où vous aidez, ou les types d'œuvres que vous avez en action, et de quoi avez-vous besoin de nous pour vous aider à aider? La dernière question. Voilà, on va prendre la dernière aussi en même temps. C'est aux politiques que je m'adresse. Monseigneur, vous avez évoqué la position, la complicité, l'ambiguïté de la Turquie. On vient d'évoquer la Turquie. J'attirerai l'attention sur le trafic de pétrole, auquel j'ajouterai les œuvres d'art, trafic d'œuvres d'art, également très important. Alors, une petite digression. Je crois savoir que pour lutter contre le trafic les revenus du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains, du trafic d'armes, il y a des organismes internationaux qui font de la traque et de la surveillance financière. Alors, est-ce que pour le financement de Daesh, ce dispositif est en place, a été envisagé? Et s'il est en place, son action est-elle de l'ordre symbolique ou vraiment volontaire? Alors, si je me permets d'abord de répondre à cette question, oui, en effet, il y a une action qui est sous l'autorité d'Interpol, qui est un service spécialisé pour les œuvres d'art, dont les œuvres culturelles, qui sont vendues par le Daesh sur un marché clandestin, dont on me dit, j'ai pas pu le vérifier, que les Pays-Bas ou la Belgique étaient un peu le centre nerveux d'ailleurs. Alors, nous travaillons en collaboration avec Interpol. Je ne vous cacherai pas que c'est un peu nouveau dans ma vie sacerdotale, je ne pensais pas avoir Interpol un jour. Et alors nous essayons de rapprocher Interpol des églises orientales, parce que le contact n'existait pas. Et nous essayons de construire des listes noires d'objets volés que nous essayons d'identifier par des photos, par des descriptifs. Et donc quand ce service d'Interpol a connaissance de ces objets, soit à une traversée de frontières, soit à des ventes aux enchères ou chez les antiquaires, les objets sont confisqués et rendus à leurs propriétaires. Il y a donc tout un travail qui se fait aussi en lien avec l'UNESCO sur ce travail des œuvres d'art. Vous avez tout à fait raison. C'est un commerce qui enrichit le Daesh aujourd'hui grandement. Et ce malheureux qui a été tué à Palmyre, c'est sans doute parce qu'il ne voulait pas révéler où étaient cachées les œuvres d'art que le Daesh voulait récupérer pour les vendre. En ce qui concerne ce que fait l'œuvre d'Orient, donc nous avons un réseau de 50 000 donateurs avec une générosité qui s'est considérablement accrue avec le début de la crise en Syrie et en Irak. Notre association, mais aussi d'autres associations,
ont pu bénéficier vraiment de la générosité des Français. Et je vous assure que les Français ne sont pas des gens égoïstes. C'est pas vrai. Voilà. D'ailleurs, dans l'accueil des réfugiés, on n'est pas égoïste non plus. Hein, il faut quand même voilà, tout entendre. Alors, avec ces fonds, nous essayons d'abord de continuer notre action, qui est en Éthiopie, en Égypte, en Jordanie, en Israël-Palestine, au Liban, en Turquie, en Iran, en Ukraine, en Roumanie et dans le Kerala, en Inde. Donc il faut qu'on continue à soutenir ces œuvres qui comptent un peu sur nous. Spécifiquement sur les réfugiés, Jordanie, Liban, Turquie, donc nous envoyons des fonds pour aider, parce que souvent les églises jouent un rôle de sécurité sociale, enfin il faut sortir un peu de nos schémas à nous. Hein. Donc souvent c'est l'Église, les communautés religieuses qui jouent le rôle de sécurité sociale et donc qui aident parfois les camps sur le plan de la nourriture, du logement, de la scolarisation des enfants. La scolarisation des enfants est très importante parce que si l'enfant est déscolarisé, la famille est désocialisée. Par la scolarisation des enfants, on garde le contact avec la famille. Les questions de santé, voilà. Donc on essaie de contribuer à tout cela. Puis spécialement en Irak et en Syrie, notre aide passe exclusivement par les œuvres catholiques. Mais ces œuvres catholiques sont au service de l'ensemble de la population, comme on le sait bien en Orient. Donc l'hôpital des filles de la charité, elles aident les chrétiens, quelle que soit leur confession, et puis aussi les musulmans. Et à Alep aussi, quel que soit leur camp d'ailleurs, hein, qui n'est pas toujours facile. Donc voilà, nous aidons ces œuvres. Je pense que l'an dernier, on a pu l'un dans l'autre acheminer peut-être 4 millions d'euros d'aide d'urgence. Ce qui, sur l'étendue de l'océan des besoins, et comparé à ce que doivent faire les puissances publiques ou les puissances internationales, est peu de choses. En même temps, 5 millions d'euros, c'est pas rien non plus, puisqu'on va le chercher dans la poche des bienfaiteurs, c'est quand même pas rien. Ce sont des aides modestes à chaque fois, mais qui sont très proches du terrain, vous voyez. On ne fait pas un grand chèque à un organisme. Nous, on va aider vraiment le petit dispensaire, qui est le seul lieu à la ronde pour soigner les gens. Donc on est proche du terrain et de cette espèce de capillarité que nous permettent nos contacts ecclésiaux, qui fait que je crois vraiment on ne gâche pas l'argent de nos donateurs. Voilà ce que je pourrais dire.